téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. RD Congo oblige, nous sommes encore avec Patrick Illiko, que vous aimez tant, analyste politique, stratège. Avec lui, on va essayer de parler République démocratique du Congo, les véritables enjeux qui compliquent et la classe politique et la majorité de nos compatriotes. Bonjour, monsieur Patrick. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Très bien pour le moment. Donc, on revient aujourd'hui pour regarder un peu toute l'actualité du moment, regarder un peu par rapport à tout ce que nous avons parlé la dernière fois concernant la grande problématique constitutionnelle que nous avons sur les territoires congolais. Comment trouver les vraies solutions durables pour une solution alternative claire qui va convenir à chacun de nous. Avant de commencer, en Belgique, il y a des élections. Les élections, c'est pour le 26 mai. Vous regardez les candidats, vous voyez ces choses-là. Comment voyez-vous cela par rapport à nous, par rapport à notre communauté et les candidats? Est-ce qu'il y a des candidats qui vous marquent parmi ces candidats? Oui, nous avons toujours, comme nous l'avons dit au début, que nous allons essayer de structurer en fait la nouvelle pensée montante de la RDC. Ce que nous pensons que réellement, c'est les valeurs de demain. Nous allons commencer à les mettre en image. Nous avons au regard, notamment la dernière fois, nous avons parlé du parti MR, de nos frères ici en Belgique ici. Donc nous pensons réellement, après beaucoup de discussions avec les différents candidats d'origine congolaise au sein du parti MR, nous avons remarqué qu'il y a une intelligence qui est sortie du lot, qui comprend un peu les problématiques à venir pour nous, mais aussi pour notre communauté ici en Belgique. Je cite cette jeune dame qui est Madame Elodie Loponda. Elle me semble être la mieux placée pour comprendre au mieux les problématiques de demain pour la RDC. N'oublions pas le rôle capital de ce parti dans nos problématiques actuelles de la RDC. Nous sommes vraiment intéressés pour la voir arriver au sommet. Voilà. Vous-même, c'est Elodie. C'est Elodie Loponda. MR, elle est numéro 9. MR, liste de l'IDRNS. Voilà, et vous dites que c'est la bonne personne? Oui, nous pensons réellement que c'est la bonne personne pour nous et pour notre avenir de demain. Et le travail politique et diplomatique, c'est des travaux de longue haleine qui se préparent tout doucement. Nous pensons vraiment que cette nouvelle génération, avec qui nous avons des facilités de communication, nous communiquons régulièrement avec les gens du MR et nous espérons réellement qu'avec ces jeunes intelligences qui arrivent, nous pouvons mieux comprendre et mieux cerner comment faire pour la RDC de demain. Qu'est-ce que ces jeunes comme Elodie pourront faire que les vieux n'ont pas fait? Ok, déjà, il y a une philosophie qui nous intéresse, que cette jeune dame a développée, c'est-à-dire le caractère social des problématiques politiques. Il faut rester dans ce cadre-là pour donner les vraies réponses à nos populations locales de la RDC. Le rôle important de la diaspora pour l'épanouissement de nos jeunes populations qui sont aujourd'hui désœuvrées, mal servies par les pouvoirs en place, mal compris par les positions politiques et laissées pour compte pour les services sociaux, les différents acteurs sociaux de la RDC. Donc nous pensons réellement que s'il y a des intelligences qui se développent au niveau de l'étranger ici, au niveau de la diaspora, nous devons être capables de regarder ça avec une vraie face visionnaire en regardant, en disant voilà, si cette jeune dame-là a pris des initiatives en faveur de populations aujourd'hui, nous pensons qu'avec le levier du pouvoir, on peut espérer avancer un peu plus loin avec elle. Merci beaucoup Patrick Illiko. Mais avant de passer cette étape, vous dites que la nouvelle génération ont dû concilier le social et elle travaille beaucoup plus en aidant les enfants à Makanza, les enfants qui meurent sur le chemin de l'école. Elle a dit stop, que cela ne se reproduise plus. Elle fait construire des bateaux pour aider les jeunes, les enfants à ne plus mourir. Vous croyez que de telles personnes, c'est possible de transposer cela pour le Congo?
Oui, je vous pose simplement une question de savoir, parmi l'ancienne génération, combien sont ceux qui se sont intéressés aux populations locales avant d'arriver au pouvoir? Je pense que, à mon humble avis, nous n'avons pratiquement aucun homme politique de haut rang qui a commencé sa carrière politique au niveau de la classe sociale, de la basse classe sociale. Donc je pense que pour nous aujourd'hui, la nouvelle génération, nous avons compris que les problématiques politiques commencent d'abord par une prise de conscience sociale qui, se développant avec l'intelligence nouvelle, on peut créer des visions nouvelles, des idées nouvelles en politique. L'inverse n'est pas possible. C'est pour ça que nous remarquons aujourd'hui les difficultés qu'ont nos hommes politiques de comprendre réellement les problèmes sociaux qui se posent en RDC, bien que c'est visible et palpable pour tous. Deuxième aspect qui m'a vraiment émerveillé, c'était cette complexité d'associer le caractère éducatif, le caractère social, d'aide, de soutien direct pour aider ceux qui vont à l'école. Ça, c'est une idée aussi nouvelle pour nous. Nous savons qu'à RDC, ce problème-là, c'est les problèmes de demain. Pour avoir une population de bon niveau qui comprend les enjeux difficiles de la RDC, il va falloir mettre la main dans la poche pour pouvoir financer leur éducation, hausser le niveau de compréhension des événements. Tout ça, ça passe par des initiatives d'aujourd'hui pour créer une nouvelle classe demain. Donc si aujourd'hui déjà on arrive à voir ces gens-là malgré les difficultés actuelles, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Patrick, il entend directement dans l'actualité politique RD Congo. La MONCA se transforme en plateforme politique. Mandant 3 mois à chacun, c'est Martin Fayulu, c'est Moïse Katumbi qui commence, Martin Fayulu qui va terminer au milieu, ils ont mis Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous avez suivi le communiqué de la MONCA. Comment réagissez-vous? Bon, une première réaction rapide. Voilà encore une fois de plus une présidence à 3 têtes. Donc on commence à prendre l'habitude d'un RDC. Si t'es d'autres. Non, à 3 têtes pour le moment. Par rapport aux responsables de la MONCA dans leur cerveau, je ne pense pas qu'ils envisagent de laisser à Mboussa Nyamwisi une grande place, bien que politiquement, ça fait bien de dire que voilà, Mboussa aussi pourrait participer. Il est très fort. Oui, Mboussa, c'est à l'Est, c'est lui. Hein? Non, c'est quelqu'un de respectable par rapport à sa vision, mais pas par rapport à la pratique politique, par rapport à l'idée qu'il a de faire de ces populations locales, que nous connaissons très bien les problématiques de Mboussa. C'est l'homme qui détient les minerais de l'Est à hauteur de 30%, c'est pas rien. C'est l'homme qui a été toujours une bête noire pour le régime en place, compte tenu de son implantation locale au niveau de l'Est. Et troisièmement, il a investi sur les populations de l'Est énormément pour les aider à avancer sur le plan scolaire et sur le plan politique aussi. Il a structuré beaucoup de choses, Mboussa Nyamwisi. Donc là-dessus, nous n'avons aucune animosité à déclarer, ce qui est juste. Mais c'est que nous attirons l'attention maintenant à nos frères de la RDC, que désormais nous avons pris les mauvaises habitudes, nos hommes politiques d'une manière générale, que ce soit ceux du pouvoir ou de l'opposition, ont pris une mauvaise habitude. C'est cette habitude-là de croire que le pouvoir, c'est un pouvoir qui doit être exercé par tous. Ce n'est pas possible. Le pouvoir, c'est une émanation d'un caractère, d'une habitude que nous devons, nous, en tant que Congolais, pour espérer de mieux vivre demain, il faut que nous ayons des hommes de caractère en politique, des hommes qui savent prendre position sur des sujets compliqués, mais qui savent se démarquer. C'est ce qu'on appelle communément le leadership. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un pouvoir en place hybride, composé de 2 personnalités différentes, et avec une opposition hybridée et encore vraiment complètement débridée entre l'homme d'affaires le plus redoutable de la RDC, c'est-à-dire Moïse Katumbi, de l'autre côté l'homme le plus intelligent, le plus moraliste, Martin Fayulu, et entre les deux, un homme qui associe l'intelligence et les affaires en même temps, Jean-Pierre Bemba, qui lui a connu des péripéties que nous savons tous. Une étude est rappelée. La rébellion, l'accès au pouvoir par la force et finalement discussion à Sand City, constitution actuelle. Donc on a des choses à dire sur ce comportement-là. Donc ce que nous regrettons, ce que je regrette en tant qu'analyste, qu'une fois de plus encore, nos politiques ont raté l'occasion de mieux faire. C'est-à-dire qu'ils ont l'appui populaire, ils ont tout ce qu'il faut, tous les ingrédients politiques pour prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire construire réellement
une alternative politique de gouvernement. Et nous remarquons tout de suite que déjà, faire l'opposition, ça va être très difficile avec 3 présidents. Mais comment arriveront-ils à diriger demain la RDC si ça devrait arriver avec des présidents en triplette ou en quadriplette ou en 7 personnalités? Ça ne tient pas. La politique n'est pas un lieu de partage. Donc, ils sont en train d'envoyer des mauvais signaux à la population. Et du coup, nous commençons à avoir peur, à manquer de confiance. Nous, en tant qu'intellectuels, en tant que cette population pensante, nous pensons réellement que c'est une erreur grave. C'est une erreur grave du point de vue politique. De donner cette impression que partout ça magouille en politique, en RDC, ça magouille, ça s'arrange pour 2 mois, 1 mois, quelques jours. C'est insupportable de voir tous ces événements-là. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Vous voyez, le studio, le plateau est vraiment grand, beaucoup d'espace, mais il y a d'autres qui... Il a préféré passer devant nous. Ça fait rigoler, mais bon, c'est ça, car on a des styles de plateau comme ça c'est notre style de plateau, mais il y a de l'espace où les gens peuvent passer comme ils veulent, mais d'autres... Merci beaucoup, c'est le micro du pasteur Bobo. En tout cas, bonjour bien-aimé, c'est aussi l'un des candidats dans cette région. Patrick, vous dites, pour vous, c'est pas 6, à l'opposition c'est 3. Bon, 3, là-bas c'est 2. Donc, jusqu'à aujourd'hui, pour vous, le pays est dirigé par 2 personnes. On est en train de se rendre compte, il y a des rendez-vous qui se prennent entre le président ayant l'autorité politique et populaire apparemment, qui est Félix Tshisekedi, et puis il y a des rendez-vous qui se prennent entre les présidents en place et l'ancien président. On se demande que fait le président en place au lieu de s'occuper des sujets du moment, c'est-à-dire de régler les crises sociales qui est en train de se peaufiner au niveau de la population. Lui, ils sont en train de négocier avec l'ancien président. Qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier? Quelles sont les politiques qu'ils sont en train de mettre en place? Donc, on voit très bien que Kabila est parti sans être parti réellement. Donc, pour l'opposition... Ils négocient ou ils ont déjà négocié? Mais je pense que s'il y a des rencontres volontaires de la part du président en place, c'est ce qui signifie que le président en place soit se sent coupable d'être président en place, ou du moins le président en place sait qu'il n'a pas tous les leviers du pouvoir, donc il a besoin de temps en temps de rencontrer l'ancien président pour avoir des conseils, on peut dire ça poliment. Mais je pense que lorsqu'on a une idée précise de faire un état de droit, on passe son temps à réfléchir comment mettre en place ces institutions, comment atténuer l'impact montant d'une classe politique débridée où l'argent est devenu monnaie courante des idées. Donc, il y a des sujets sur quoi le président de la République pouvait prendre soin, son cabinet pouvait travailler, régler les problèmes bancaires, les problèmes de l'argent qui circule facilement, les devises qui circulent facilement à travers le territoire sans que la Banque centrale puisse vérifier le nombre et la quantité de la monnaie qui circule localement. Donc, il y a des sujets où le président de la République en place, normalement, devrait s'occuper. Donc, on est quasiment stupéfait de voir tous ces rendez-vous-là et de les suivre, d'écouter ce qui s'est dit. Oui, on veut nommer un premier ministre, oui, parce que l'autorité morale, mais l'autorité morale ne dirige pas une plateforme. L'autorité morale, c'est une autorité morale. Si Kabila voulait être l'acteur principal politique, il n'avait qu'à prendre position, à dire que voilà, je suis le président du FCC, pas je suis l'autorité morale. Donc, sur ces sujets-là, concernant la gestion en binôme de la République, on voit très bien les réalités que cela engendre à la population. Donc, au lieu que nos hommes politiques de l'opposition, qui eux sont censés préparer l'alternance, retiennent les leçons du partage équitable du pouvoir, ils doivent savoir que le pouvoir, c'est l'exercice des idées. Et que cet exercice des idées ne passe que par l'exécution complète d'une idée principale, celui du président de la République voté ou élu par la population. Donc, le membre de l'opposition, en donnant cette image-là, lors de leur dernière réunion, on est vraiment triste et vraiment désolé de constater que les mauvaises habitudes, décidément, c'est une génération complète et remplie de mauvaise foi. Le moment où les populations sont en train de difficilement de crier tout haut que nous souhaitons un changement brutal et profond de la RDC, eux sont en train continuellement de magouiller, de combiner, de gérer l'État par des accords et des accords au lieu de respecter les règles du jeu. Voilà ce que nous contestons par rapport
aux accords que nous venons de voir avec la MOCA. À quel jeu joue Kabila, Patrick Ediko? À quel jeu il joue? Comme vous venez de le dire, Félix a gagné les élections selon les uns. Les autres disent que ce n'est pas lui, mais Félix a gagné les élections. C'est lui le président proclamé par la Cour constitutionnelle. Mais on voit avoir dénommé un Premier ministre. Kabila est toujours là. Kabila vit au milieu présent. Kabila rencontre le président, mais publiquement, on n'a jamais vu ça dans beaucoup de pays du monde. On n'a jamais vu ça. L'ancien président, le président qui est parti, vient souvent voir le président élu et puis publiquement. À quel jeu il joue? Il se trame quoi pour notre pays? Donc j'avais soulevé lors de la dernière présentation que non, il y a un système qui est en train de se mettre en place tout doucement, voulu par l'ancien président Joseph Kabila. C'est le système Maïcha. Que consiste le système Maïcha? Le système Maïcha, ça signifie aujourd'hui on est en train de faire une solution Maïcha à la congolaise, c'est-à-dire qu'on garde l'ancien président en exercice. L'ancien président est gardé en exercice tout en laissant la place à un autre président. Ça, c'est un premier principe. Deuxième principe, c'est qu'il y a une continuité des affaires entre l'ancien système et le nouveau système arrivant. Donc, du coup, il n'y a pas réellement de passation de pouvoir parce que le pouvoir est toujours conservé par l'ancien qui reste vivant et qui reste aux affaires sans être présent. Donc, c'est un leurre qu'on est en train d'installer pour dire à la population, oui, vous avez eu réellement l'alternance parce que vous avez un autre président, mais tous les contenus de la présidence nouvelle n'est pas présent. Donc, je m'explique. Lorsque le président de l'UDPS est président, nous devrions voir au sein du gouvernement, au sein du Parlement, une majorité de l'UDPS parce qu'ils ont gagné absolument, si c'est le cas, les élections. Donc, si on voit au Parlement une autre majorité, ça signifie qu'il y avait une volonté de la population de choisir un président UDPiste et un autre dirigeant au niveau du Parlement. Or, nous savons très bien que sociologiquement, nous connaissons nos populations. Lorsque nous votons avec le cœur et la passion, c'est-à-dire nous ne votons pas forcément pour les idées, mais nous votons pour les caractères forts que cela représente. Donc, lorsqu'ils ont choisi, si c'est la population congolaise qui avait choisi, lorsqu'ils avaient choisi Félix Tshisekedi, donc ils avaient choisi un caractère, c'est-à-dire c'est un homme diplomatique, de négociation, un fin politique qui est capable de mélanger le chaud et le froid. Donc, la population aurait dû voter aussi le caractère diplomatique du Parlement. Donc, nous constatons que dans toutes ces combines de Maïcha qui est en train de se mettre en place en RDC, c'est la population qui sera desservie. Parce que le cœur de la population, que ce soit de l'UDPS majoritaire, selon eux, que ce soit ceux de la MOCA, ils ont l'unique pensée qu'il faut absolument une alternance face à Kabila et à tout son système. En tout cas, comme Kabila était le président en place, leur décision, c'était de lutter absolument pour que le départ de l'ancien président soit effectif. Donc, ils sont en train d'être surpris de voir que le président Kabila est parti sans être parti. Constamment, il est rappelé à la scène publique congolaise que non, il est toujours présent au sein du Parlement, il est toujours présent avec le président de la République, il est toujours présent. Il y a même quelqu'un qui nous a dit à un moment, il dit que non, on n'a toujours pas enlevé ses photos dans les rues. Parce que normalement, on devrait tout enlever. Il est parti. Même Janine Mabunda, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, a porté son effigie pour voir qu'il est toujours là. Voilà. Donc, on est en train de préparer tout doucement notre population pour la coexistence de l'ancien régime avec le nouveau régime. Oui, j'arrive. Mais à force de voir Kabila chez Tshisekedi, à force de voir Kabila chez Tshisekedi, qui va-t-il se passer par rapport à la population congolaise? Est-ce que ça va... ça sera la détonation qui manque. Je pense qu'au niveau de la population, on risque d'assister progressivement à la montée en puissance de ce qu'on appelle l'anarchie politique. C'est-à-dire que nous aurons même les gens de la rue, bonnement dire, commencer à s'immiscer et à faire politique. Ça, c'est dangereux. Vous voyez? Lorsque cette idée va atteindre
au niveau de la police, au niveau des services de sécurité, et que le service de sécurité aussi va se mettre à faire politique, là, ça va devenir de plus en plus dangereux. Donc, pour le moment, lorsque la cristallisation des revendications populaires se limite, pour le moment, ça se limite notamment, uniquement au niveau de la classe politique. Donc, on est en train de regarder ça attentivement. Mais tous les voyants sont réellement ouverts pour une possible détonation. Mais maintenant, Pasteur Bobo, commencer à crier tout, à dire que voilà, il faut la détonation populaire. Qui va gérer l'après-détonation? C'est toutes ces questions-là qui, n'ayant pas de réponse, en ayant une opposition qui déjà, avant d'arriver au pouvoir, divise le pouvoir en plusieurs petits morceaux. On imagine très bien que lorsque la population elle-même sera divisée en plusieurs morceaux, qui va être capable de rassembler le puzzle? Donc, je pense que juste, on va aller tout doucement vers un régime très, très malheureuse, parce qu'il n'y aura rien qui va se faire, tout sera maintenu au statu quo, et progressivement, on va aller tout doucement, mais tranquillement, vers le nouveau mandat qui, là aussi, va être extrêmement poussif, que ce soit pour le pouvoir ou pour l'opposition. Est-ce que Félix Tshisekedi, c'est le mal nécessaire qui manquait dans notre pays? Il est là, c'est comme si tout est presque calme. Il est là, il fait quand même des choses par rapport à... Il a la volonté. On voit manifestement que le nouveau président a la volonté. Bien qu'il manque des moyens, mais il a la volonté. C'est le mal nécessaire. Mais, Pasteur Bobo, vous savez, en politique, manquer les moyens, c'est comme vous allez à l'école sans avoir un peu de connaissances, un peu de savoir. C'est pratiquement suicidaire. Quand vous allez à l'école sans minimum de connaissances, c'est suicidaire. Donc en politique aussi, avoir la volonté sans avoir les intelligences et l'argent, c'est suicidaire. C'est pratiquement impossible de réaliser quelque chose. Donc pour moi, ce n'est même pas ça. C'est une idée, une pensée qui est en train de se mettre en place. Quelle est cette pensée? Kabila avait bien étudié la personnalité des différents acteurs qu'il avait en face de lui. Ça, il faut lui reconnaître ça. Cette intelligence politique d'étudier stratégiquement qui est compatible avec le nouveau régime que lui voulait mettre en place. Vous voyez très bien que même les diplomates américains sont en train aujourd'hui de se rendre compte qu'en réalité, Félix est toujours ligoté avec l'ancien régime. Comment faire? C'est là la grande question. Même pour eux, les diplomates américains, pour eux, ils demandent à Félix, ils disent, nous voulons réellement que ton acharnement, ta volonté puisse se réaliser, mais nous ne pouvons pas avancer avec l'ombre qui est derrière vous. Et Félix, n'étant pas en mesure lui-même de se débarrasser de l'ombre gênant, comment il va faire sans cette ombre-là? Localement, politiquement à l'intérieur, c'est compliqué. Donc, le choix qu'il avait fait, lorsque j'ai parlé un peu avec l'un de ses conseillers ces derniers temps, je lui ai posé cette question, j'ai dit, mais c'était quoi l'idéal de cette pensée absolue que Félix avait de choisir une coalition avec le FCC? Il m'a répondu simplement, il me dit, Patrick, c'est question de stratégie. Question de stratégie. Donc, limitons-nous à comprendre la stratégie que l'UDPS avait utilisée pour accéder au pouvoir. Pour l'UDPS, lui, l'homme démocratique, il ne croyait plus que sur le plan électoral, il était capable de gagner à lui tout seul le pouvoir en RDC. Que le pouvoir en RDC, c'est un pouvoir qui s'est construit par la négociation et par les combines. Donc, l'UDPS, c'est-à-dire Félix Tshisekedi aujourd'hui, ont choisi le règne de la combine. Donc, eux sont préparés pour diriger le pays avec la combine. Donc, quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu refroidi. J'ai dit, OK, donc, on doit être préparé pour des combines sur combines tout au long de cette législature. Je rappelle encore le son avec Patrick. Il est comme... On a vu l'ambassadeur des États-Unis qui vous déclarait le contraire de ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est lui qui a amené Félix aux États-Unis. Tout était comme sur des roulettes. Tout était très bien. Il revient et dit que l'Amérique ne va rien faire tant qu'il y a la corruption et l'insécurité. Pourquoi ce double langage au niveau de la communauté internationale ou des Américains? Ici, c'est des Américains.
Pour comprendre l'oncle Sam, la politique étrangère de l'oncle Sam, il faut bien regarder comment l'oncle Sam procède. Lorsque l'oncle Sam jette ses propres enfants en première ligne pour défendre des idéaux, vous devez être sûr qu'ils ne feront rien. Parce que l'oncle Sam n'aime pas être pointé du doigt. C'est le pays où on nous vend comme étant le pays le plus démocratique, mais c'est le pays où la combine qu'on appelle logiquement là-bas le lobbying américain joue beaucoup. Pour Félix Tshisekedi, je ne pense même pas que lui-même, dans son esprit, lorsque l'ambassadeur américain lui a déclaré avant de partir aux États-Unis que tous les départements américains des affaires étrangères le recevraient volontairement et écouteraient ce qu'il a à dire, je pense que ce n'est pas ce que l'ambassadeur lui a dit, honnêtement. Je ne pense pas. Je pense que l'ambassadeur lui a dit qu'il va falloir aller défendre clairement ta position là-bas et laisser les majors, comme on les appelle là-bas, apprécier ce que vous allez dire et nous verrons en ce moment-là quelle serait la position américaine. Mais Pasteur Bobo, pour avoir à un moment donné côtoyé ces décideurs américains au niveau du département américain, quand on était encore à Paris avec certains responsables parisiens, je peux vous rassurer que nous, en tant que Congolais, on n'est pas en mesure, que ce soit nos présidents, ne sont pas en mesure de répondre aux exigences colossales que ces membres du département américain des affaires étrangères exigent pour pouvoir rentrer en négociation ou même en concordance politique. Donc, je vais dire par là qu'il y a des grosses firmes américaines qui, avec la pression du lobbying financier qu'ils ont, ils sont capables d'imposer à toute une nation des règles inimaginables et inacceptables moralement. Donc ça, c'est le modèle américain. Il faut bien comprendre ça pour voir l'importance politique chez eux. Là où règne le monde des idées en Europe, dans le monde entier, c'est à Paris. À Paris, c'est le monde des idées. Lorsque votre président est reçu en France, il y a la pression politique française qui souvent se marie avec la concomitance économique. Ça, c'est la règle, c'est normal. Mais ce qui est spécial en France, c'est que les intellectuels, lorsqu'ils reçoivent des hôtes intelligents, les intellectuels français se mettent ensemble et mettent du moule à moudre à leurs hommes politiques. C'est-à-dire que les intellectuels sont là pour apprécier l'homme politique, quel qu'il soit, pour ses réalisations, ses idées, sa vision du monde, et ils sont constamment en train de pousser à la critique leurs propres hommes politiques lorsqu'ils reçoivent des hôtes. Rappelez-vous, lorsque Kadhafi est arrivé à Paris, Kadhafi a été reçu par le président de la République qui lui a donné beaucoup trop de privilèges, mais les intellectuels français se sont levés comme un seul homme pour critiquer, mettre à mal le régime libyen. Nous avons vu ce qui s'en est suivi par après. Donc, il y a des exemples comme ça qu'on peut soulever historiquement pour voir que si réellement l'UDPS voulait un pouvoir idéologique en RDC, comme il est en train de dire à la population, qu'il va réaliser, il va mettre en place un état de droit, si c'était vraiment ça qu'il voulait, ben, il avait qu'à s'attacher les services des idéologues, c'est-à-dire des grands diplomates français qui sont capables de porter les grandes idées devant nous. Les libertés, la démocratie occidentale telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la France, la Révolution française. C'est celle-là qui a construit toutes les démocraties européennes. Patrick Iloko, si vous étiez Félix Tshisekedi ou son conseiller entre construire un mausolée de 8 millions de dollars ou bien donner 3 millions de dollars à, on dit pouvoir Trump, il fallait payer 3 millions de dollars à leur lobby. D'autres disent 10 millions, on dit 3 millions. Si vous étiez un conseiller de Félix, il fallait payer 3 millions pour voir Donald Trump consolider votre pouvoir ou bien construire, on dit, avec 8 millions de dollars, mausolée pour votre père. Oh, Pasteur Bobo, c'est inquiétant lorsqu'on entend ça, qu'en réalité, un président en place, aujourd'hui un RDC, qui normalement doit brasser quelques centaines de milliers d'euros par jour, est incapable de débourser 3 millions d'euros pour l'intérêt général. Ça me paraît un peu léger tout ça.
Deuxième sujet, c'est que est-ce que c'est opportun de construire un mausolée à 8 millions de dollars? Ça dépend pour qui. Et ça dépend dans quel intérêt général cela est orienté. En tant que président de la République, on doit mettre son intelligence vers l'intérêt général. Est-ce que le mausolée de 8 millions d'euros rapportera-t-il combien à la RDC? C'est ça la grande question pour nous. Mais lorsqu'on fait le mélange entre le pouvoir personnel et le pouvoir collectif, on arrive à trouver des combines, à imposer aux gens des combines qui ne tiennent pas la route. Payer 8 millions d'euros au même moment où il y a des problématiques sociales en tant que chef d'État, c'est une erreur politique. En tant que conseiller du président, j'aurais dit au président, non, vous faites ça à la sortie de votre mandat. Vous payez 8 millions d'euros avec votre propre argent pour votre propre parent. Et Dieu merci, parce que je suis devenu président de la République, parce que je possède le nom de Tshisekedi. C'est simple pour moi. Donc, je pense que combiner, mélanger l'intérêt collectif de la RDC pour payer le lobbying aux États-Unis, de mélanger ça avec les mausolées, c'est vraiment une grave erreur de vision. On ne peut pas comparer la vision d'État avec la vision individuelle ou familiale. Merci beaucoup, Patrick Yogo. On va terminer ici, Patrick Yogo. On le suit partout à travers le monde. Martin Fayulu au débat aujourd'hui à Kin. C'était plein. On a vu en direct avec vous. Vraiment plein. Et puis, peut-être le Premier ministre va sortir d'ici là. Et que va-t-il se passer pour la suite? Que va-t-il se passer? Est-ce que Martin Fayulu pourra renverser la vapeur? Est-ce que le nouveau Premier ministre, si c'est Vital Kamerhe, est-ce qu'il va se démarquer de Kabila, ou Kabila va contrôler encore, il va contrôler des présidents et des premiers ministres? Ça sera comment? Est-ce que Fati pourra s'affranchir de Kabila comme le souhaitent les Américains et les Français aussi peut-être? Oui, donc comme l'un des conseillers du président Félix Etienne Tshisekedi, lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il m'avait déclaré qu'il connaît notre président actuel par son caractère, son calme et diplomatique, mais il ne le connaît pas comme un fin stratège de longue durée. Donc la problématique que vous posez là, je vais vous répondre simplement. Aujourd'hui, tout le monde, à part les gens qui ne sont pas avisés, tout le monde sait que ça va être extrêmement compliqué pour quelqu'un qui arrive au pouvoir sans vision réelle en RDC de faire autre chose que ce qui lui est demandé de faire. Qu'est-ce qui lui est demandé? On lui a demandé simplement de mettre en place un gouvernement de son pouvoir. C'est son exercice ultime qu'il lui reste à faire. À part ça, nous avons vu toutes les gesticulations diplomatiques qu'il a réalisées pour qu'au bout du compte, on nous explique qu'il a manqué de l'argent de lobbying pour avoir de quoi faire fonctionner la machine à billets en RDC. Donc, je vois mal comment on va avoir un quelconque problème à la sortie. Il y aura un nouveau Premier ministre, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y aura certainement une opposition ravageure parce que la population est des masses à la rue pour trouver les solutions parce qu'ils se sentent délaissés et abandonnés par le pouvoir en place. Donc tous ces ingrédients-là vont profiter pour le moment à l'actuel opposant, le challenger, M. Martin Fayulu. Il profite simplement des erreurs terribles de notre président actuel sur le plan politique à l'intérieur. Rester 3 mois avec un nouveau régime sans mettre en place de mécanismes gouvernementaux clairs. Tout le monde se pose la question, comment il gouverne aujourd'hui pendant 3 mois? Il gouverne avec l'ancien Premier ministre du FCC, avec les anciens diplomates de l'ancien président, avec quelques anciens conseillers du président, de l'ancien président. Donc, tout ce qui l'entoure est ancien, il n'y a que lui qui est nouveau. Donc, on sait délibérément qu'avec tous ces individus qui l'entourent, Félix, quelle que soit sa volonté féroce, ne pourra rien faire. Maintenant, comment faire pour Martin Fayulu? On l'a entendu ici, Martin Fayulu a dit ceci, que
la responsabilité qui lui appartient en tant que chef de file de l'opposition, c'est de tout faire pour qu'il y ait une passation pacifique ou la mise en place des nouvelles élections présidentielles. Là encore, cette solution-là est nulle et non avenue. Pourquoi? Parce que Félix n'acceptera jamais une remise en cause à ces niveaux-là des élections présidentielles qui signifierait la fin de son pouvoir. Donc, nous entrons simplement dans une période où les échanges politiques vont être quasiment nuls au niveau national, parce que l'un parlera à sa population chérie, c'est-à-dire ceux qui réclament absolument les résultats, et l'autre parlera à ses fanatiques de l'UDPS pour dire que non, nous avons réalisé ceci, mais au milieu, il y aura une masse de populations qui n'auront pas de solutions sociales. Pas de gouvernement, pas d'argent, pas de soutien, pas de grands projets, pas de changement institutionnel. Le gouvernement sort peut-être aujourd'hui. Le 5 jours de Félix, pour vous réussite, échec, il a conçu des routes, il a fait des choses 100 jours. Comment vous l'avez perçu? Bon, on va rester encore une fois de plus au milieu du village, comme le demandaient les gens du FCC. Ça signifie que les projets qui ont été mis en place juste avant le départ de l'ancien président, les projets routiers, pour s'acquitter de la pression de la rue. Hein, c'était la stratégie opérée par le FCC, mettre en place des projets de reconstruction de quelques macadams pour dire aux gens, voilà, encore une fois de plus, le FCC a travaillé pendant 18 ans. Donc, je pense que le président actuel, Félix Tshisekedi, compte tenu de tout ce qu'on a énuméré, qu'il n'a aucun de ces hommes au pouvoir aujourd'hui qui exerce avec lui, ça signifie que tous ces projets-là ont été mis en place par l'ancien régime. Donc, on pourrait dire que, simplement, dire merci à l'ancien président d'avoir profité de ces moments de faiblesse pour nous aider un peu à avoir des routes assez convenables à la capitale. Bon, ce n'est vraiment pas jouissif, je vous conçois, mais pour nous qui avons regardé ça avec un regard un peu distant, on se demande même comment les gens de l'UDPS peuvent se glorifier, eux qui étaient un parti démocratique, d'avoir un responsable au pouvoir sans avoir les leviers des décisions et avoir des grands projets sur 10, sur 15 ans dans des sujets qui auraient été très intelligents, c'est-à-dire réformer une justice qui n'existe pas en RDC. C'est déjà un grand sujet. Réformer l'éducation qui n'est quasiment nulle partout à travers le territoire. Réformer simplement la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Enlever 3 ou 4 responsables de la Cour constitutionnelle pour stabiliser. J'avais même une idée, une proposition, que j'avais soumis ça intelligemment à certains de nos responsables politiques de l'opposition. Je leur ai dit, voilà, c'est là où ça va blesser pour 2023, si vous voulez vraiment faire de la continuité du pouvoir, que nous ne partageons pas. Qu'attendez-vous du nouveau gouvernement? Le nouveau gouvernement, qu'est-ce que j'en attends de ça? Je pense que, honnêtement, les défis qui est en face de nous, c'est-à-dire répondre à cette opposition de la rue qui dit nous ne voulons plus en face de nous d'avoir les bandits ou les immoraux ou même les incompétents du FCC. C'est ce que la rue est en train de dire. Maintenant, lorsque vous leur donnez des ministres du FCC, qu'est-ce que la rue va attendre d'eux? Simplement, en Europe, on dira la rue va attendre la guerre civile. Mais on sait très bien qu'il n'y aura pas de guerre civile à RDC. Pourquoi? Parce que l'opposition ne veut pas de guerre civile. L'opposition veut une guerre politique d'arrangement. De trouver 2 mois par-ci, 3 mois par-là, 1 mois par-ci, en tant que président, en tant que sous-secrétaire, mais c'est tout ce qu'il veut. Donc, avec tous ces ingrédients-là, je pense que la population à RDC est perdue pour le moment. Il va falloir que nous, en tant que cette classe montante, nous puissions continuer à travailler correctement nos idées, à mettre nos idées en place et mettre un système pratique pour aider cette population à l'intérieur de la RDC, réellement. Pour que si nous prenons des positions sociales correctes à l'intérieur, je pense qu'on peut espérer maintenant la montée en puissance d'une certaine façon de faire politique en RDC avec de nouveaux cerveaux, de nouveaux langages, des nouvelles méthodes et une nouvelle vision qui sera sans doute tout sauf
arrangement politique de basse classe. Merci beaucoup, c'était Patrick Iliko. Il sera aujourd'hui l'invité de l'actualité compliquée. Pourquoi pas? Merci, à la prochaine. Merci.